Alaikum. Nous entamons aujourd'hui la cinquième séance, sa première partie. Donc, une fois la méthode de Current présentée de manière très succincte, nous entamons aujourd'hui les échangeurs thermiques avec changement de phase. Dans ce cas, un des deux fluides ou bien les deux vont subir un changement de phase, à savoir que le liquide se transformera en vapeur ou bien la vapeur va se condenser en gouttelettes. Nous verrons dans cette présentation uniquement deux cas, les rebouilleurs et les condenseurs. Les rebouilleurs, donc on commencera par ceci. Ce sont des appareils de transfert thermique qui sont placés au niveau de la partie inférieure de la colonne à distiller. Alors, donc, ce sont donc des appareils de transfert thermique placés au niveau du pied de la colonne à distiller qui sont chargés de faire bouillir le liquide. Donc nous allons essayer de produire une phase vapeur qui sera ensuite réenvoyée à la colonne de distillation. Nous appellerons le taux de rebouillage les débits de la quantité vaporisée rapportés à la quantité soutirée du fond de la colonne ou bien du dernier plateau. Donc, qu'est-ce qui va changer? En fait, tout ce qu'on a vu à propos des échangeurs tube calandre, on va s'en servir, avec certaines distinctions et certaines variantes. Donc, commençons à parler des rebouilleurs. Ils sont classés en deux catégories, les rebouilleurs noyés et les rebouilleurs à niveau liquide. Les rebouilleurs noyés et les rebouilleurs à niveau liquide. Nous allons nous intéresser à la première classe, c'est-à-dire les rebouilleurs noyés, et vous allez voir que dans ce cas, on n'arrivera pas à séparer la phase vapeur produite de la phase liquide entraînée. Dans cette présentation, je ne parlerai pas des rebouilleurs internes, qui sont donc des équipements de transfert thermique placés à l'intérieur même de la colonne. Ils sont peu encombrants de par leur taille et donc faciles à installer, mais ils sont réservés à des charges thermiques relativement faibles. Le transfert thermique est par ailleurs très médiocre, très mauvais, étant donné les dimensions de ce rebouilleur interne. Donc j'en parlerai pas dans cette présentation. Je vais donc commencer par les rebouilleurs noyés. Donc ce sont des appareils qui provoquent une vaporisation, mais qui n'assurent malheureusement pas la séparation des phases vapeur produite et de la phase liquide, c'est-à-dire la fraction qui ne s'est pas vaporisée. Ce mélange sera réintroduit dans le fond de la colonne sous le dernier plateau. Et donc on va voir maintenant trois cas, les rebouilleurs à circulation forcée, ceux à circulation naturelle et enfin les rebouilleurs à film tombant. Je commencerai donc par les rebouilleurs noyés à circulation forcée. Bien, la circulation forcée, ça veut dire qu'il faudra placer une pompe pour faire arriver le liquide dans le rebouilleur. Vous le voyez, le rebouilleur est placé à la droite de la colonne, au niveau du pied de la colonne. Le liquide est extrait du fond de la colonne et va traverser l'échangeur dans la partie calandre pour être vaporisé partiellement. Ce qui est obtenu en sera ensuite réintroduit en dessous du dernier plateau. Bien, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le déplacement se fait à l'aide d'une pompe. Il se fait à l'aide d'une pompe. Donc quand on voit notre rebouilleur qui est placé ici à droite, si on nous demandait de le reconnaître, on pourrait dire que c'est un rebouilleur selon la classification TEMA. La boîte avant a un fond plat démontable, ça ressemblerait à la boîte avant A. La calandre que l'on voit
nous voyons les deux tubulures d'entrée et de sortie placées au centre. Ça pourrait être la G et ou la X. Cependant, la X, ce n'est pas elle, étant donné que nous ne voyons pas la cloison de séparation présente ici. Donc, ça serait A, G. Et maintenant, pour la boîte arrière, le type de faisceau, nous voyons qu'il s'agit d'une tête flottante. D'une tête flottante, étant donné que la plaque tubulaire ici, elle est boulonnée entre la boîte avant et la calandre. Et ici, on ne la voit pas, ça veut dire qu'elle peut se mouvoir à l'intérieur du capot. Donc ça pourrait être la boîte arrière T. Donc nous dirons qu'il s'agit d'un échangeur AGT selon la classification TEMA. AGT selon la classification TEMA. Et maintenant, observons un peu plus, d'un peu plus près, ce qui se passe au niveau de ce rebouilleur. Donc je répète, c'est l'appareil qui va nous servir à revaporiser le fond de colonne pour le réintroduire et encore le séparer. Donc nous avons le liquide qui arrive par le fond de la colonne, aspiré par cette pompe centrifuge. Il est aussi ensuite introduit par la tubulure d'entrée au niveau de la calandre, donc il va traverser la calandre. Le fluide chaud, quant à lui, circule à l'intérieur des tubes, en deux passes. Le voici, il ressort plus froid. Le mélange sortant de la calandre est un mélange vapeur-liquide, qui va être réintroduit en dessous du dernier plateau. Donc voilà ce que l'on pouvait dire à propos du rebouilleur à circulation forcée de la catégorie des rebouilleurs noyés. Alors, nous pouvons aussi dire que ces rebouilleurs, étant donné la présence d'une pompe, sont destinés aux fluides visqueux, puisqu'il y a justement une pompe qui pourrait les faire circuler à l'intérieur de ce rebouilleur par la calandre, et fortement encrassant, c'est-à-dire que le nettoyage de l'extérieur du tube peut se faire facilement. Il est approprié donc ce rebouilleur au faible taux de vaporisation, c'est-à-dire que la fraction qui s'est vaporisée n'est pas très importante, et le coût est élevé étant donné l'obligation de la présence d'une pompe pour pouvoir déplacer le liquide au sein du rebouilleur. Alors, différents rebouilleurs existent. Là, je vous ai présenté le rebouilleur AGT, mais il y en a d'autres. Il y a le rebouilleur AEL, BFM, BGN, CHP, CJS, AKU, NJT, DXW. Voici quelques-uns, nous ne verrons pas tous. Nous allons voir quelques-uns dans les diapos qui arrivent. Donc maintenant parlons un tout petit peu du fluide chauffant. Le fluide chauffant, c'est celui qui va servir à vaporiser ma charge, peut-être de la vapeur d'eau, ou alors une huile chaude, ou alors des gaz chauds de combustion, ou alors un fluide de procédé chaud, du pétrole par exemple chaud, ou alors une résistance électrique prolongée au sein de ma charge. Alors, nous passons à présent à toujours les rebouilleurs noyés, mais cette fois-ci nous sommes dans la deuxième catégorie. Ce sont les rebouilleurs à circulation naturelle. Bon, on le comprend, il ne va plus y avoir présence d'une pompe. Alors comment l'écoulement va-t-il se faire? Donc voici toujours le rebouilleur placé au pied de la colonne, et nous observons que la calandre présente 4 tubulures, 2 d'entrée et 2 de sortie. Rapidement, ça serait la calandre type H. La boîte avant a le couvercle plat démontable, ça pourrait être la A.
Et à l'intérieur, vous le voyez, il s'agit toujours de la boîte arrière T, une tête flottante T. Alors, comment l'écoulement va-t-il se faire? Comment se fait-il? D'abord, nous puisons notre charge depuis le dernier plateau, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Depuis le dernier plateau, donc nous avons dit c'était A, H, T, A, H, T, et voici le sens de circulation. Donc nous avons à partir du dernier plateau, au niveau du point de soutirage, nous alimentons le rebouilleur à circulation naturelle, comme ceci. La circulation se fait dans la calandre, c'est-à-dire entre la calandre et la surface externe des tubes. Vous voyez qu'il faudrait qu'il y ait les déflecteurs présents pour pouvoir protéger le faisceau de tubes, qu'on verra dans les prochaines diapos. Le mélange vapeur-liquide issu du rebouilleur est réintroduit au niveau du point de réintroduction et vous avez la phase vapeur qui va traverser les plateaux perforés et la phase liquide qui va tomber par gravité. Donc la circulation ne se fait qu'à cause du poids du liquide qui doit quand même vaincre les paires de charges au sein de l'écoulement, au sein du rebouilleur. C'est pour ça que vous voyez en rouge, nous avons dit, afin de minimiser justement ces paires de charges, les chicanes vont être supprimées, les chicanes transversales vont être supprimées. Ce système d'alimentation naturelle s'appelle un thermosiphon, un rebouilleur noyé à circulation naturelle. Il est également appelé un thermosiphon. Nous allons maintenant voir toujours les rebouilleurs à circulation naturelle, mais d'abord, voyons leurs intérêts. D'abord, puisqu'il n'y a pas présence d'une pompe, ils sont économiques par rapport à ceux à circulation forcée. Malheureusement, la non-présence d'une pompe implique qu'ils ne seront pas adaptés aux fluides très visqueux. Et il faudrait que la colonne se situe au-dessus du rebouilleur, sans quoi la pression du liquide au point de soutirage n'est pas suffisante pour pouvoir le faire circuler et réintroduit au niveau de la colonne à partir du point de réintroduction. Donc il faudrait que la colonne soit surélevée. Il faudrait qu'elle soit surélevée par rapport au rebouilleur. Alors, reprenons notre exemple, mais avec une autre calandre. Nous avons donc le point de soutirage par lequel nous faisons arriver naturellement par la gravité, la simple gravité, la charge à vaporiser au niveau du rebouilleur, comme ceci. Nous avons donc deux entrées, deux tubulures d'entrée. Donc la charge va traverser l'extérieur des tubes et la calandre, l'extérieur des tubes et la calandre. Donc si c'est H, si c'est une calandre H, il va y avoir deux tubulures de sortie, sinon. Donc d'abord plaçons les cloisons et les déflecteurs pour pouvoir protéger le faisceau des vibrations et de l'érosion. Le fluide chaud circule à l'intérieur des tubes en deux passes, tel que choisi dans cet exemple. Le mélange issu du rebouilleur est réintroduit en dessous du dernier plateau. La phase vapeur s'élève, traverse les orifices des plateaux et la phase liquide retombe étant donné la gravité, étant donné les forces de gravité. Donc ça, c'est un échangeur, c'est un rebouilleur AHT. AHT. Bien, changeons de configuration. Choisissons un autre type de calandre. Je vais choisir à cet effet la calandre J. La calandre J caractérisée par trois tubulures, une d'entrée, deux de sortie ou l'inverse. Dans le cas que nous avons choisi, il y a une tubulure d'entrée et deux tubulures de sortie.
que voici. D'abord, le fluide chaud entre dans les tubes et en ressort, moins chaud. Et le fluide à rebouillir va être introduit par la tubulure d'entrée, traverser la calandre, comme ceci, et ressortir pour être réintroduit par le point de réintroduction en dessous du dernier plateau. Vous le voyez dans tous les cas que nous sommes en train de voir, le rebouilleur est noyé, c'est-à-dire qu'on ne peut assurer la séparation de la phase vapeur et liquide. Elle ne se fait qu'au point de réintroduction. Vous verrez par rapport au deuxième, ce à canot noyé, vous verrez la différence où elle se situe. Nous allons maintenant voir un troisième type de calandre, que je vous avertis dès à présent, c'est un type de calandre dans lequel nous allons placer des chicanes, sachant que c'est un cas invraisemblable. Nous avons dit que pour que la circulation naturelle puisse se faire, il faudrait minimiser les pertes de charge. Ça veut dire qu'il faudrait supprimer toutes les pertes de charge. Néanmoins, dans cet exemple, je vous présente quand même un échangeur doté de chicanes transversales. Et juste pour vous montrer le sens de circulation, voici comment se fait la circulation, la séparation. N'oubliez pas que pour que la circulation puisse se faire à l'intérieur de cet échangeur, à l'intérieur de la calandre, il faudrait que le poids du liquide contenu dans le dernier plateau arrive à vaincre toutes les paires de charges que présentera le circuit par lequel va pénétrer la charge. C'est pour ça que je vous ai dit ici, c'est un cas invraisemblable. Les chicanes ne devraient pas être présentes. Nous allons à présent, une fois que nous avons présenté ce cas improbable, vous présenter. Alors notez bien, dans tous les cas que je vous ai présentés jusqu'à présent, ceux, bien sûr, de la catégorie rebouilleur noyé, la circulation naturelle, pour la circulation naturelle, le point de soutirage se faisait au niveau du dernier plateau. Tout ce que vous allez voir à présent, le soutirage ne se fera pas par ce point-là. Il se fera par le fond de la colonne. Donc les voici, on les appelle également les systèmes thermosiphons, horizontaux ou verticaux selon la disposition de l'échangeur. Alors on commence. Les voici, donc je commence par un rebouilleur toujours à circulation naturelle, mais simplement, cette fois-ci, le point de soutirage ne se trouve pas au niveau du dernier plateau, mais par le pied de la colonne, c'est-à-dire par le fond de la colonne. Donc voici un échangeur, un rebouilleur vertical à circulation naturelle. Cette fois-ci, la charge pénètre à l'intérieur des tubes et non pas à l'extérieur comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Elle pénètre à l'intérieur des tubes, comme ceci. Le fluide chaud, quant à lui, baigne les tubes et donc circule entre la surface externe des tubes et la calandre et en ressort moins chaud par ici. Nous avons donc les deux phases qui s'accumulent dans la boîte arrière et une fois arrivé en dessous du dernier plateau, la séparation se fait. La phase vapeur s'élève étant donné sa température, traverse les orifices des plateaux et la phase liquide étant donné la force de gravité tombe et les gouttelettes chutent dans le liquide contenu dans le fond de la colonne. Donc il s'agit ici, en l'occurrence, je ne l'ai pas dit, je vais le dire, il s'agit donc d'un échangeur de type, nous voyons le fond qui est bombé, donc ça serait la boîte avant B. Nous avons deux tubulures placées aux extrémités de la calandre, donc il doit certainement s'agir de la calandre type E qui présente une seule passe. Et nous avons la boîte arrière qui pourrait être l'équivalent de la boîte A, mais donc on l'appellerait la boîte arrière L. Donc c'est l'échangeur AEL. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour ce qui est passé, nous avions deux passes côté tube, pour ce qui est passé tout à l'heure, et nous avions des écoulements fractionnés en deux circuits ou en quatre circuits parallèles. Des écoulements fractionnés en deux circuits lorsqu'il s'agissait de la calandre G et quatre circuits parallèles lorsqu'il s'agissait de la calandre H. Alors,
Pour que cette circulation naturelle puisse se faire, comme on l'a dit précédemment, il faudrait que le fond de la colonne soit placé au-dessus du rebouilleur pour que la circulation puisse se faire naturellement. C'est-à-dire que le niveau liquide dans le pied de la colonne doit être au moins égal à la hauteur de l'échangeur pour que ça puisse le traverser. Sans quoi, il est impossible que ça puisse s'effectuer. Alors, nous voyons à présent un rebouilleur à circulation naturelle, mais cette fois-ci, contrairement au cas présenté précédemment, c'est un rebouilleur thermosiphon horizontal. Le voici. Alors, dans ce cas, vous le voyez, les tubulures sont placées au centre de la calandre. Il s'agit vraisemblablement d'une calandre type G. Donc la calandre G, c'est un écoulement fractionné en deux circuits parallèles. Côté tube, il y a deux passes côté tube. Donc je vous présente maintenant l'animation. Donc voici. Donc le liquide arrive par le fond de la colonne, traverse la calandre, c'est-à-dire la surface externe des tubes et la calandre. Le fluide chaud circule à l'intérieur des tubes en deux passes, en prenant la précaution de mettre la cloison de séparation des passes. Les deux tubulures sont supportées par la même boîte avant. Et vous avez le liquide qui circule à l'extérieur des tubes et la calandre et se réchauffe continuellement jusqu'à arriver à la tubulure de sortie, et être réintroduit dans la colonne par le fond, en dessous du dernier plateau. Nous avons ici présenté une calandre avec des calottes et vous le voyez, la phase vapeur ressort par ces calottes et il va y avoir un espace de barbotage pour pouvoir s'acheminer vers le haut de la colonne. Donc voici cet écoulement. Donc c'est un rebouilleur horizontal. Tous les tubes sont disposés horizontalement. Le liquide à rebouillir, comme je vous l'ai dit, circule à l'extérieur des tubes. Le transfert est modéré. Et la charge traitée est relativement grande. Donc voilà, vous la connaissez, la calandre G, je ne vais pas la représenter. Il y a uniquement ce déflecteur-là qui est mis pour pouvoir protéger, quand il le faut, quand vous avez de grands débits, protéger le faisceau. Je dis bien quand vous avez de grands débits. Sachant que depuis tout à l'heure, nous sommes en train d'étudier des circulations naturelles. Les débits sont très très faibles, sont modérés, donc on ne risque pas d'avoir une détérioration des tubes, du faisceau de tubes. Donc nous allons maintenant voir de plus près cette calandre, la voici, la calandre G. On l'a déjà vu auparavant dans la séance précédente. Le déflecteur est mis quand il faut le mettre, quand vous avez de grands débits, pour protéger le faisceau des vibrations et de l'érosion. La circulation se fait en deux circuits fractionnés parallèles que je viens de présenter. Si nous voulions mettre des chicanes, comme je vous l'ai dit, c'est un cas invraisemblable, la circulation suit cet acheminement. Donc vous avez un écoulement croisé qui se rapproche de l'écoulement à contre-courant. Donc là, nous présentons, je ne vous ai pas dit ici, oui, pour assurer l'effet thermosiphon, il faut que la colonne soit surélevée par rapport au niveau du rebouilleur. Et le reste, vous le voyez, les rebouilleurs horizontaux exigent une tuyauterie plus complexe que les verticaux, mais ils sont faciles à entretenir, étant donné qu'on peut retirer le faisceau facilement et nettoyer l'extérieur du tube quand vous avez à traiter des charges de fluide encrassant. Donc là, je vous présente les deux systèmes de thermosiphon, vertical et horizontal, pour que vous les voyez. Donc retenez bien, dans les cas présentés de la circulation naturelle, la charge est puisée à partir du fond de la colonne, contrairement à ce qu'on a vu au tout début de ce cours, où nous puisions notre charge à partir du dernier plateau.
Bien. Alors, nous voyons maintenant le troisième cas. C'est un rebouilleur à film tombant. À film tombant. Donc, nous allons avoir des tubes. Voici ma colonne. J'ai représenté trois plateaux perforés. Donc, vous avez ici le rebouilleur qui se situe, vous le voyez bien, au-dessus du fond de colonne. Et je dois faire arriver ma charge à partir du point de soutirage en haut des tubes. En haut des tubes. Puis, par la gravité, le liquide va tomber. Mais pour faire arriver le liquide en haut des tubes, il est impératif de placer une pompe centrifuge pour que l'écoulement puisse se faire. Donc je mets la pompe, l'écoulement peut se faire, l'écoulement il peut se faire, et, et voilà. Donc les tubes sont disposés, comme on l'a dit, verticalement. L'écoulement se fait par simple gravité une fois que le liquide est accumulé au niveau de la boîte avant. Le mélange est recueilli en bas, le mélange liquide-vapeur, et réintroduit en dessous du dernier plateau. Je n'ai pas représenté le fluide chaud, celui qui est le fluide caloporteur, celui qui va vaporiser ou bien revaporiser le fond de colonne, vous savez, qui circulera à l'extérieur du tube, c'est-à-dire entre la surface externe du tube et la calandre. Bien, donc je l'ai déjà dit tout ça, la vapeur voilà, est accumulée au niveau de la boîte arrière avec le liquide et est séparée. La vapeur s'élève et le fluide liquide et la partie non vaporisée liquide retombe par gravité. On parle également ici de soutirage. Une fois que nous avons épuisé notre fond de colonne, on peut soutirer le fond de colonne et l'envoyer vers d'autres échangeurs ou bien pour pouvoir euh, l'utiliser. Donc ça, je le présente moi, j'avais déjà présenté ça dans les séances précédentes, je ne présente pas tout ceci. Nous allons maintenant voir le deuxième type d'échangeur, bien de rebouilleur. Nous avons vu les rebouilleurs noyés, où la séparation entre la phase vapeur et la phase liquide ne pouvait se faire. Elle ne se faisait qu'à partir du point de réintroduction en dessous du dernier plateau. Sous l'effet de la gravité, la phase liquide retombait et la phase vapeur remontait étant donné sa température. Nous allons maintenant voir la deuxième catégorie. On les appelle les rebouilleurs à niveau liquide. Les rebouilleurs à niveau liquide. Alors, contrairement au premier cas, dans ce cas, le rebouilleur assure la séparation des deux phases, c'est-à-dire que la phase vapeur et la phase liquide vont être séparées. En d'autres termes, je vais obtenir une vapeur qui sera débarrassée de la phase liquide qui risquerait d'être entraînée avec elle. Alors comment tout ceci va se faire? On nous dit tout simplement que ça va se faire dans un rebouilleur Cottle, c'est-à-dire que la calandre, il s'agira de la calandre K, Cottle. Donc là voici, d'abord je rappelle un tout petit peu qu'est-ce que la calandre type K. Alors elle présente, c'est la seule qui présente une dissymétrie, elle n'est pas symétrique, vous le voyez, il y a un renflement, on appelle ça la zone de désengagement. Nous avons ici aussi ce qu'on appelle le déversoir. Le déversoir. Ce déversoir assure l'immersion totale des tubes, et donc pour que les tubes puissent être constamment immergés, il faudrait que la hauteur de ce déversoir soit au minimum égale au diamètre du faisceau de tube. Au diamètre du faisceau de tube. Donc le liquide épuisé à partir du fond de la colonne, il traversera naturellement, grâce uniquement à la gravité, l'échangeur par la calandre, c'est-à-dire entre la surface externe des tubes et la calandre. Donc voilà, le fluide chaud pénètre dans les tubes en deux passes. Ici, vous avez en l'occurrence des tubes en U. Donc il s'agit de l'échangeur type A. Les deux tubulures sont portées par la même boîte, la boîte avant. Le couvercle est plat et démontable. Vous avez une plaque perforée qui est immobile.
boulonné entre la boîte avant et la calandre. La calandre est de type K et vous avez des tubes en U. C'est-à-dire que nous avons un échangeur selon la classification théma qu'on appellerait A, K, U. A, K, U. Bien. Alors, revenons. Nous avons dit que c'est un échangeur pour lequel la phase vapeur est réintroduite, pardon, la phase vapeur peut être séparée de la phase liquide. Alors comment tout ceci se fait? D'abord, disons un tout petit mot à partir du déversoir. Comme je vous l'ai dit, la hauteur du déversoir doit être égale au diamètre du faisceau pour assurer l'immersion totale des tubes. Maintenant, pour pouvoir assurer la séparation de la phase vapeur de la phase liquide, c'est cette zone de désengagement qui va le permettre. C'est la zone de désengagement qui va permettre de réaliser ceci. C'est-à-dire que le diamètre de la calandre doit être très grand par rapport au diamètre de faisceau, et pour cela, il faut choisir la calandre K, la calandre type K. Donc nous allons avoir cette zone de désengagement dans laquelle la phase vapeur, en s'élevant, va perdre la phase liquide qui va tomber par gravité. Ensuite, vous le voyez, il va y avoir réintroduction en dessous du dernier plateau, mais vous le voyez, la phase vapeur est majoritaire en comparaison avec les quelques gouttelettes qui pourraient être éventuellement entraînées dans le mouvement de la vapeur. Alors, là, je vous présente deux types d'échangeurs en niveau liquide. Il s'agit pour le premier cas, nous l'avons déjà dit, de l'échangeur AKU. AKU. Dans ce deuxième cas, nous voyons toujours A, la boîte avant K, A, la calandre K, mais nous voyons ici que la plaque perforée, n'est pas boulonnée. Elle peut se mouvoir librement dans cet espace. Par conséquent, il doit s'agir d'une tête flottante type T. Tête flottante type T, que nous avons également déjà vu. Donc il y a, pour celui du haut, deux plaques tubulaires. La première est immobile, boulonnée entre la boîte avant et la calandre. La seconde, non, elle est mobile et peut se mouvoir justement pour permettre la dilatation des tubes pour éviter les contraintes mécaniques dues à la dilatation. Dans le deuxième cas, celui du bas, c'est-à-dire AKU, nous n'avons qu'une seule plaque tubulaire immobile. Alors, comme on l'a dit, la circulation n'est pas forcée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence d'une pompe. Par conséquent, nous allons avoir des coefficients de convection côté calandre très faibles. Alors là, je vous présente un peu, avant d'arriver au dimensionnement, je vais vous parler un tout petit peu, vous lirez le contenu, du mécanisme de l'ébullition. Donc nous avons ce qu'on appellera l'évaporation. Alors l'évaporation, elle se produit quand vous avez une surface liquide en contact avec de l'air, il va y avoir une évaporation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert de matière, c'est-à-dire du liquide qui va passer à la phase dans l'air. Ce phénomène diffusionnel n'est produit sans aucune source de chaleur contrôlée. Nous avons également ce qu'on va appeler l'ébullition. C'est ce qu'on va étudier dans notre cas. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'évaporation, nous avons directement l'ébullition. Alors l'ébullition est réalisée en absence d'air au voisinage d'une interface et il faut qu'il y ait une chaleur apportée pour qu'il y ait ce changement de phase. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une source thermique contrôlée. Nous allons donc avoir une ébullition qui va naître à partir de germes qui se trouvent, ce sont des bulles qui sont incrustées dans les imperfections de la paroi qui vont faire apparaître ces germes et donc il va y avoir naissance de l'ébullition. Vous lisez tout ceci et vous avez l'explication de l'ébullition. Il y a aussi un troisième cas, s'il est juste là pour notre propre culture générale,
qu'on appelle la qualification. Alors l'ébullition, si elle se fait pour un faible delta T, la qualification, c'est un grand delta T, c'est-à-dire qu'il va y avoir une température très importante, ce qui fait qu'il va y avoir comme un coussin d'air qui va s'interposer entre la paroi et le liquide. Ce qui fait que nous allons ensuite avoir, quand il va y avoir de grands delta T, du bruit, on entendra du bruit, quand il va y avoir un chauffage et vous entendrez des claquements. Alors, c'est ce que je vous disais ici, provoquant des vibrations bruyantes qui sont dues au décollement de ce film vapeur que je vous avais dit venait s'interposer entre la paroi, donc il avait un coussin d'air dû à la vaporisation très importante qui va recouvrir la paroi et donc qui va constituer une résistance au transfert et parfois vous allez avoir une rupture de ce film. Donc, alors reprenons à présent, oui, ici je vous parle juste de la limitation du transfert thermique, donc si je vous résume, nous nous intéresserons uniquement à l'ébullition. Et peut-être la qualification, c'est juste pour que vous le sachiez quand le delta T est très important. Alors, nous allons à titre d'information avoir quelques valeurs qu'on ne peut pas dépasser. Alors, les limitations de transfert thermique, on admet ces limitations par rapport aux densités de flux et au coefficient de convection. Donc, vous avez ici, pour les liquides organiques, les valeurs inscrites ici, en circulation forcée ou naturelle. Et pour l'eau, vous avez également ici quelques valeurs que j'ai trouvées sur les références. Alors, nous commençons à présent le dimensionnement des rebouilleurs. Alors, comment va se faire le dimensionnement? D'abord, on va reprendre ce qu'on a vu l'année dernière et cette année au premier semestre. C'est-à-dire, on commencera par la première expression, celle des flux. Toute la chaleur cédée par le fluide chaud est entièrement récupérée par le fluide froid s'il n'y a pas de perte. La deuxième expression de dimensionnement du flux, vous la connaissez, c'est US delta TML. Il faudrait connaître le flux et les 4 températures, sans quoi il est impossible de pouvoir faire le dimensionnement. Le calcul de U, le coefficient global de transfert thermique. Alors, il faut avoir le coefficient H1 à l'intérieur du tube et H2 à l'extérieur du tube. H1 est simple. Pourquoi? Parce que la dimension que vous allez utiliser, c'est le diamètre D1, 2 fois R1. En revanche, pour H2, vous avez un système annulaire, et donc il faut introduire les deux modifications que nous avons vues, sur lesquelles je ne reviendrai pas, le diamètre hydraulique et le diamètre équivalent. Bien. Ensuite, la méthodologie est classique, c'est-à-dire qu'il faudrait déterminer d'abord le nombre de Reynolds pour pouvoir savoir de quel type de convection il s'agit, forcée ou naturelle, pour pouvoir savoir quel nombre adimensionnel et quelle corrélation choisir. Une fois la corrélation choisie, vous déterminez le coefficient de convection H1 et H2. Bien. Alors, on va maintenant essayer de voir un peu qu'est-ce qui diffère par rapport aux échangeurs que nous avons vus au tout début de l'année et en début de semestre, c'est-à-dire des échangeurs dans lesquels il n'y a pas de changement de phase. Alors, commençons par ceci. Alors, lorsqu'il y a uniquement un changement de phase, c'est-à-dire une transformation d'une vapeur en un liquide ou bien d'un liquide en vapeur, la delta TML ainsi que la formule du flux US delta TML pourront être utilisées. Ils pourront être utilisés. Mais il faudrait avoir uniquement soit une vaporisation, soit une condensation. Il ne faut en aucun cas avoir de surchauffe ou des surchauffes ou alors un sous-refroidissement. Je m'explique. Ce qu'on a fait au premier semestre, et juste le dernier cours avant celui-ci, c'est-à-dire la méthode de Kern, on peut le réutiliser. Mais il faudrait qu'il y ait uniquement vaporisation du liquide bouillant et condensation de vapeur. C'est tout.
je ne peux pas travailler avec ces formules lorsque j'ai une désurchauffe, puis bien sûr une condensation, ou alors une condensation, puis un sous-refroidissement, ou alors un chauffage, puis une ébullition, une vaporisation, ou alors une vaporisation, ensuite une surchauffe. Lorsque je suis dans ces cas, les seules choses qu'on me demandera, ça sera de calculer les flux thermiques cédés ou reçus et les pertes thermiques. C'est tout ce qu'on vous demandera. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de faire le dimensionnement étant donné la complication pour trouver le coefficient U. En revanche, si vous avez une vaporisation uniquement, ou alors une condensation, sans surchauffe et sans désurchauffe, tout ce qu'on a fait peut être repris. C'est-à-dire les calculs de ΔTml seront repris et la formule de flux pour le dimensionnement, elle pourra être également utilisée. Maintenant, expliquons un tout petit peu tout ce que tout ceci veut dire. Alors, reprenons. Je vous ai dit que la ΔTml et la formule de flux sont utilisées lorsqu'il y a uniquement le changement d'état seul, c'est-à-dire une vaporisation d'un liquide bouillant. Vous voyez bien qu'il est bouillant, donc je ne vais pas le chauffer pour qu'il atteigne sa température d'ébullition, et il ne va pas être chauffé au-delà, c'est-à-dire sans surchauffe de vapeur. Dès que vous obtenez la vapeur, vous ne chauffez pas au-delà. Ou alors le deuxième cas, lorsque vous avez une condensation de vapeur saturante sans qu'il y ait sous-refroidissement, mais des surchauffes. Alors je vous explique tout ceci. D'abord, qu'est-ce que ceci veut dire? C'est-à-dire les formules que nous avons ici vont être utilisées quand je vais avoir ça. Le flux cédé par la condensation du vapeur. Alors qu'est-ce que c'est? Le flux cédé par le changement d'état, le passage de l'état vapeur à l'état liquide. Donc ça va être le flux de condensation, c'est le débit massique multiplié par la chaleur latente de condensation, qui est négative. Étant donné qu'il y a une convention, dès qu'un fluide cède, dès qu'un système reçoit de la chaleur, c'est compté positivement. Lorsqu'il cède de la chaleur, c'est compté négativement. Donc la chaleur latente de condensation est négative. C'est exactement égal à W, le débit massique, fois la chaleur latente de vaporisation. Ça, c'est dans le cas où vous avez une condensation. La chaleur cédée par la condensation du vapeur, elle est égale à ceci. Maintenant, le deuxième cas, le flux fourni à un liquide pour pouvoir le vaporiser, c'est WLV. WLV. LV étant la chaleur latente de vaporisation. W étant bien sûr le débit massique. Le débit massique. Alors, observons maintenant le deuxième cas. Celui où on ne pourra pas utiliser la ΔTml et la formule de flux. Donc lorsque j'ai uniquement une condensation d'une vapeur ou alors une vaporisation d'un liquide, tout ce qu'on a fait avant peut être utilisé. L'autre cas, celui-ci qui arrive, que vous découvrez là, j'ai cette fois-ci le flux cédé par la condensation du vapeur saturante, c'est très bien, donc on sait ce que c'est, avec un sous-refroidissement. Donc il y a en plus un sous-refroidissement. Alors d'abord, le flux cédé Q point va être égal à WLC. WLC, c'est quoi? Je répète, le flux de condensation, pour pouvoir condenser cette vapeur, il va y avoir émission d'une quantité de chaleur qui sera égale à WLC. Ça, c'est le flux cédé par la condensation de cette vapeur saturante. Mais il y a également un sous-refroidissement, c'est-à-dire, par exemple, vous avez à pression atmosphérique l'eau qui se condense à 100 degrés. Donc vous arrivez, vous la condensez à 100 degrés. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez sous-refroidir ce liquide. Sous-refroidir ce liquide, c'est-à-dire vous allez le faire passer, on va dire, à 60 degrés. Donc ensuite, il faut calculer aussi la chaleur dégagée lors du sous-refroidissement, qui serait donc un WCP delta T. Un WCP delta T. Alors c'est quoi CP? CP liquide à partir de la température d'ébullition jusqu'à la température liquide que vous allez atteindre. Donc vous avez ici un flux cédé par condensation et sous refroidissement.
condensation d'une vapeur sous refroidissement du liquide. Voilà. Dans ce cas, la formule delta T ml et du flux US delta T ml n'est plus utilisée. Maintenant, passons au deuxième cas. Cette fois-ci, il va y avoir non seulement la condensation de la vapeur saturante et le sous-refroidissement, mais il va y avoir d'abord une désurchauffe, c'est-à-dire que vous avez une vapeur saturante surchauffée. Elle est par exemple à 360 degrés, vous allez la faire passer d'abord à 100 degrés, puis le changement d'état, puis le sous-refroidissement. Donc désurchauffe d'une vapeur, condensation de la vapeur, sous-refroidissement du liquide. Désurchauffe de vapeur, condensation de la vapeur, sous-refroidissement du liquide. Faites attention à la désurchauffe de vapeur, CP vapeur. De la température de vapeur jusqu'à la température d'ébullition. Les changements de phase se font à pression et température constante, donc W fois la chaleur latente de condensation, puis le sous-refroidissement. Vous allez passer la température d'ébullition jusqu'à atteindre la température de liquide que vous voulez. Donc il y a à remarquer que tous les termes présents dans ces deux équations sont négatifs. Tous les termes sont négatifs étant donné que ce sont des quantités qui vont être cédées lors de la désurchauffe, condensation et du sous-refroidissement. Donc pareillement, si nous devions raisonner sur cette fois-ci, non pas la condensation, mais la vaporisation, nous dirons le flux cédé par la désurchauffe ah oui, non, c'est l'explication. Ici, je suis en train de vous expliquer très simplement ce qui s'est passé. Donc le flux, c'est en relation avec ce qu'il y avait avant. Cédé par la désurchauffe, la condensation et le surrefroidissement. Alors je représente ici un axe sur lequel je vais placer les températures. Les voici. Donc j'ai une température liquide, la température d'ébullition, ébullition, la même ici. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis température ébullition et ébullition ici. Et ensuite une température de vapeur. Donc les températures sont comme ceci. Donc la phase liquide est là, vapeur est là. Les changements de phase se font à pression et température constante. J'ai juste pris ici pour pouvoir vous inscrire ensuite ici condensation. C'est tout. Alors, situons le phénomène. D'abord, donc je vais aller vers la condensation, donc je vais suivre ce chemin. Commençons par la désurchauffe. La désurchauffe, je suis à une certaine température de vapeur. Il faut refroidir, donc refroidir ma vapeur sans changement de phase. Refroidir sans changement de phase. Donc c'est WCP delta T de la vapeur. CP de la vapeur. De la température de vapeur jusqu'à la température d'ébullition. Ensuite, les changements de phase se font à pression et surtout température constante. Donc il n'y a pas delta T, c'est directement WLC. Le voici ici. Et enfin, on arrive à la troisième partie, c'est-à-dire le sous-refroidissement du liquide. Ce sera comme là, ceci, WCP delta T, mais liquide. Le voici donc WCP delta T pour atteindre la température liquide. Donc voici ce qu'on explique très simplement. Donc les chauffages et ou refroidissement, c'est des WCP. Les changements de phase, c'est WL. W, chaleur latente de vaporisation ou de condensation. Alors j'ai oublié de vous dire, dans les cas que je suis en train de vous présenter, je suppose que toute ma charge subit une désurchauffe, puis tout le débit va être condensé, puis tout le débit va être sous-refroidi. C'est-à-dire que W est le même. Autrement, s'il y a une partie, on dira W1, W2 et W3. Bien, pareillement, par analogie, le fluide cette fois-ci fourni pour chauffer un liquide, puis le vaporiser, puis le surchauffer, va être comme ceci. Pour chauffer, vous avez, alors cette fois-ci c'est une vaporisation. D'abord il faut chauffer mon liquide de la température à laquelle il se trouve jusqu'à le porter à ébullition, c'est ça. Ensuite il va y avoir le changement de phase qui se fait à température constante, donc c'est W, la chaleur latente de vaporisation, le voici. Et enfin, je vais surchauffer ma vapeur, donc ce sera un WCP vapeur delta T, que voici. Voilà. Dans ce cas, tous les termes sont positifs. Comme je vous l'ai dit, il y a une convention. Quand un système reçoit de la chaleur,
c'est positif. Quand il cède de la chaleur, c'est négatif. Là, en l'occurrence, c'est le flux fourni au liquide pour le chauffer, le vaporiser et le surchauffer. Voilà, je pense, m'arrêter ici. La prochaine séance, je vais prendre un cas précis et essayer de voir les diagrammes de température pour que vous puissiez un peu retrouver ce qu'on a fait au premier semestre et l'appliquer. Je me placerai d'emblée dans les cas où il y a uniquement les changements de phase, à savoir une vaporisation ou alors une condensation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de surchauffe, et idem, il n'y a pas de désurchauffe et il n'y a pas un surrefroidissement, pour qu'on puisse utiliser les formules. Donc vous l'avez compris, je vais revenir sur la première diapo qui était importante à mon sens, c'est la suivante. Nous avons deux cas. Quand est-ce qu'on utilise ce qu'on a vu au premier semestre, c'est-à-dire la delta TML et la formule de flux. Pour les utiliser, il faut qu'il y ait uniquement des changements de phase, c'est tout. Une vaporisation d'un liquide bouillant ou alors une condensation d'une vapeur saturante. Maintenant, si vous avez, en plus des changements de phase, si vous avez des surchauffes, sous-refroidissement, surchauffe, chauffage, ben, vous pouvez toujours travailler pour les calculs simplement des flux cédés et ou reçus et les pertes. Mais on n'utilisera plus la delta TML ni la formule de dimension. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie de la 5e séance. La deuxième partie sera beaucoup plus courte. Elle sera consacrée à quelques exemples pour que vous puissiez faire le calcul de la delta TML et voir les circulations. Et vous aurez un petit travail à préparer pour les prochaines séances. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous me les transmettez sur un boîte email ou alors vous me laissez des commentaires. J'espère que ça a été clair. Sinon, vous me le faites savoir, qu'est-ce qui n'est pas clair. Et donc, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre euh, par rapport à la 5e séance, deuxième partie. Voilà, bon courage, prenez soin de vous, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.